Comment peser dans le concert des nations? La France, avec le Charles de Gaulle, son porte-avions nucléaire de 40 000 tonnes, répond à sa façon. On négocie pas avec des bons sentiments, on négocie, comme disent certains, avec des porte-avions au large. Les Américains ont tendance, c'est toujours coutume à dire qu'un porte-avions, c'est 100 000 tonnes de diplomatie, alors pour la France, ça sera 40 000 tonnes. Il peut aller défier nos ennemis à des milliers de kilomètres. Je crois que les opérations contre Daesh sont les plus révélatrices de la capacité d'un porte-avions à donner une force de frappe française. Il peut rester pendant 4-5 semaines à la mer, sans rentrer à quai, sans demander l'autorisation à quiconque. Il faut comprendre qu'il y a 2 pays dans le monde qui sont capables de faire des bateaux comme ça, les États-Unis et la France. Il n'y en a pas d'autres. Pour comprendre la puissance, les stratégies du Charles de Gaulle aujourd'hui, il faut faire un voyage dans le temps. Tout commence avant la guerre de 14. Nous n'en sommes encore qu'au balbutiement de l'aviation. La marine française commence timidement à s'intéresser aux possibilités offertes par ses premiers avions. En 1910, les militaires entreprennent la transformation d'un petit navire de guerre, l'Aviso Bapaume. Ces images uniques datent de 1912. C'est d'une piste en bois que pour la première fois un aéronef décolle depuis le pont d'un navire. L'Aviso Bapaume, c'est un petit bateau de guerre. On a bricolé dessus un pont en bois. Lancé en 1910, il fait 75 mètres de long, 644 tonnes. Il peut transporter un avion et embarquer 103 membres d'équipage. Quand aujourd'hui un Rafale décolle du Charles de Gaulle, il est l'héritier de ce frêle petit avion qui s'est lancé de l'Aviso Bapaume. Mais ces essais vont être vite ralentis. En 1914, 2 ans après le premier décollage, l'Europe entre en guerre. Et pour la France, le conflit est avant tout terrien. Pour les Anglais, au contraire, le canon tonne sur la mer. Avec ses cuirassés, c'est sur les océans que ce peuple de marins se bat. Et ce sont les Anglais qui vont construire les 2 premiers véritables porte-avions de guerre. Des porte-avions pour le combat. Les 2 premiers, ça sera le Furious, qui est un ancien paquebot. En fait, c'est une coque de paquebot qui est aménagée avec un pont plat. D'ailleurs, on gardera cette expression après des ponts plats pour désigner les porte-avions. Et puis le deuxième, c'est le Courageous, qui est un croiseur de bataille, un cuirassé rapide, qui lui aussi, on regarde la coque et on met un pont plat dessus. Ces 2-là, ils sortent en 1917 et ils commencent à rentrer en service à la fin de la guerre. Avec ces porte-avions anglais, nous sommes loin de notre petit Aviso. C'est sous le feu des bombes que les Anglais découvrent l'efficacité de cette alliance entre terre et mer. L'histoire hésite. D'un côté, un avion qui doit se poser sur un minuscule pont et de l'autre, l'hydravion capable d'amérir partout. L'hydravion semble a priori beaucoup plus sûr et simple. Après 1914, les marines européennes systématisent donc l'installation de ces drôles de rampes. Ce qui est certain, c'est que combiner l'aviation et les navires de guerre, c'est un vrai saut dans l'innovation, pour commencer. L'innovation n'est pas d'utiliser l'avion pour bombarder. Les batailles navales se font encore à l'ancienne, des cuirassés surblindés avec une grande puissance de feu. L'aéronef est donc utilisé pour des missions de reconnaissance. Repérer l'adversaire. À l'époque, c'est l'utilité principale des avions embarqués sur des porte-avions.
Il sert à transmettre les positionnements des bateaux ennemis aux équipes des cuirassés. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas de missiles, on se tire dessus au canon, parfois plusieurs dizaines de kilomètres, que la précision des tirs est assez aléatoire et que c'est toujours pratique d'avoir un avion qui est au-dessus et qui communique avec le bateau pour lui dire c'est trop court, c'est trop à droite, c'est trop à gauche, etc. pour régler le tir vers l'ennemi. Les aéronefs embarqués ont donc une complémentarité avec les cuirassés. Aujourd'hui, l'efficacité, la rapidité des porte-avions s'est imposée. Toutes les grandes nations en veulent. Avec la montée en puissance de nouveaux moteurs, après la guerre de 14, le porte-avions a définitivement supplanté l'hydravion. Dès l'après-guerre, les Français, conscients de l'avance anglaise, décident de se doter d'un premier porte-avions de guerre, le porte-avions français, le Béarn. C'est une simple coque de cuirassé sur laquelle on pose un pont plat. Le lancement a lieu le 15 avril 1920. Il fait 183 mètres de long, 25 000 tonnes. Il peut transporter 40 avions et 875 membres d'équipage. C'est sur ce navire que le 20 octobre 1920, un Français va pour la première fois se poser et pas juste décoller. Cet homme, c'est lui, Paul Teste, un des grands pilotes de la Première Guerre mondiale. Paul Teste, c'est le pionnier, c'est un héros de guerre, effectivement, qui est passionné d'aviation et puis qui a ce déclic en se disant on peut faire quelque chose. Et c'est lui qui va pousser finalement les prémices de l'aéronavale française. En 1920, Paul Teste réussit donc le premier appontage français. Il a compris avant tout le monde l'incroyable potentiel des porte-avions. Aujourd'hui, toute l'aéronavale lui rend hommage. Tous les amiraux français savent ce qu'ils doivent au commandant Teste. C'est la référence. Mais à l'époque, il est bien seul. Amiraux, généraux, ingénieurs, bien peu croient qu'un avion qui se pose sur un bateau peut être efficace. Il y a tous les conservateurs qui sont légion et qui sont la grosse majorité et qui sont là et qui n'y croient pas. Et puis il y a quelques illuminés au milieu de tout ça qui croient, qui ont la foi. Paul Teste, lui, y a cru dur comme fer. Il a inspiré des générations de matelots. Mais comme beaucoup d'aviateurs à l'époque, il y a laissé sa vie. Les accidents sont fréquents pour ces pionniers. Nous profitons certainement des sacrifices de ceux qui sont passés avant nous, des pionniers, des débuts de l'aviation, et tous ceux qui ont péri tout au long d'une centaine d'années d'aviation navale.